Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment améliorer sa performance commerciale. Je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais 35% des commerciaux ont atteint leur quota en 2024. Alors, c'est un chiffre très faible. Alors, il y a le contexte économique, mais pas que. Et c'est pour ça que j'ai invité Sébastien Daune, qui est l'ex-CRO de Flatcher. Il a la particularité d'avoir fait tous les jobs de sales. Il a été BDR, AE, Sales Manager. Il est passé également par le Sales Ops et le CSM. Et il a aussi également évolué dans des environnements très différents, que ce soit dans la vente complexe et dans la vente transactionnelle. Aujourd'hui, il accompagne des entreprises pour optimiser leur stratégie de revenus et il est aussi également l'ambassadeur France de Winning by Design. Avec toute cette expérience, il a une vision assez intéressante des leviers de la performance commerciale et on a parlé en fait dans cet épisode de pourquoi il y avait autant de commerciaux qui n'arrivaient pas à atteindre leur objectif et surtout comment y remédier, comment adapter la formation des commerciaux, mais aussi également donner les bons outils selon le type de vente, qu'on soit sur de l'ordre transactionnel ou du complexe, et aussi également comment s'adapter à un marché qui va très vite, qui évolue tout le temps. Notamment, on a parlé d'IA. C'est un épisode pour moi qui est indispensable pour tous ceux qui veulent progresser en sales dans un contexte difficile. Je vous laisse découvrir ça et me dire ce que vous en avez pensé. Hello Sébastien, comment tu vas? Très bien, et toi? Salut Bah, écoute, Laetitia. ça va bien. Écoute, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur le podcast Prospect. Je t'ai Avec invité plaisir. parce que bah déjà on a fait partie du même collectif qui est le collectif Impact, que tu as été CRO, mais tu as eu je sais pas combien de vies en fait sur la partie sales, et que tu as eu l'occasion de voir différentes équipes, différents types de ventes. Et donc pour moi, tu étais la meilleure personne à inviter pour parler de performance commerciale. Et donc je vais commencer par une question. C'est quoi à ton avis aujourd'hui les difficultés que rencontrent les équipes commerciales, notamment avec la période qu'on vit actuellement, la crise un peu économique? Voilà, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de choses en fait dans les difficultés des équipes. Je pense que déjà en fait on est sur un marché actuellement qui est compliqué en fait. Depuis 2023, 2024, on voit qu'il y a quand même un ralentissement de l'économie. Les clients ont plus de mal à se décider. Les cycles de vente sont beaucoup plus longs. On met beaucoup plus de gens. J'étais à un événement la semaine dernière. La stat, en 10 ans, en 6 ans, on est passé de 4 interlocuteurs en moyenne à 11 interlocuteurs maintenant, pour une taille de deal identique. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'engager tout le monde. On voit des cycles de vente qui se rallongent. Ils ont pris, je crois que c'est 45% de longueur en plus en 18 mois. Bah, tout ça en fait fait que bah, plus tu rallonges le cycle de vente, plus tu as de gens à mettre dans la boucle, bah, plus c'est compliqué à les avoir. Et puis après, il y a d'autres raisons qui sont aussi intrinsèques. Ça, c'est des raisons macroéconomiques, mais on a des raisons qui sont intrinsèques à notre métier. On fait aussi beaucoup plus d'automatisation. On noie beaucoup plus nos prospects. L'automatisation, ça a eu beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises choses aussi. En fait, envoyer des messages tous les mêmes dans tous les sens. Bah, en fait, les gens sont saturés, ils regardent plus les messages. C'est très difficile de sortir du lot. Et puis après, ça c'est mon petit truc à moi, mais je pense aussi qu'en fait, on a en dissociant en fait les rôles et les fonctions des équipes commerciales, on est venu en fait à un système beaucoup trop dissocié, beaucoup trop cloisonné dans les rôles, et qu'on en oublie en fait certaines choses qui sont des choses de base, bah en fait oui, t'es commercial, il faut quand même que tu saches faire des appels. C'est parce que tu as un BDR ou un SDR ou des gens qui vont te prendre des rendez-vous que bah faut que t'en oublies de les faire toi-même. Il y a pas mal de facteurs en fait qui font que qu'au global, en fait, tout cumulé, ça devient vraiment plus compliqué. Et puis on le voit dans les stats. Ouais, là, je pense faire partie du réseau Pavilion. Les stats qui sont sortis, on voit que les résultats des sales, en fait, là où il y a 2-3 ans, c'était 66-70% des sales qui atteignaient leur quota. Là maintenant, en fait, on atteint à peine 35-40%. Hmm. Donc, et ça, c'est pas lié en fait au fait que les quotas ont évolué. Même quand on regarde les stats, sur 2024, fin 2024, les quotas avaient été baissés de 20% en moyenne. Même Ok. en baissant les quotas, en fait, les sales n'arrivent plus à atteindre leurs quotas. Donc, il n'y a pas que la performance des sales, c'est le constat, l'organisation qu'on a mis en place autour. Ok, bah justement, du coup, c'est un peu ça que j'ai envie de parler parce que bah là, on dépeint un, un scénario voilà, un peu noir. Euh, Comment, en fait, justement, dans ce cadre-là, on accompagne les sales pour les aider justement à performer,
au-delà de ce qu'on peut entendre partout un peu sur LinkedIn ou autre. Oui, il faut que les sales apportent de la valeur, il faut qu'ils soient experts, faut qu'ils fassent de meilleures approches, etc. Parfois, on a un peu l'impression que c'est des choses comme ça qu'on balance comme ça, mais sans donner le process. Je sais pour en avoir parlé avec toi que c'était quelque chose, en fait, aujourd'hui, que tu disais, ben voilà, en fait, un sales, ça se forme, en fait. Et même s'il est Exactement. dans une autre boîte, il se reforme et il se re-reforme et il se re-reforme. Ouais, et puis faut pas se tromper aussi non plus. Effectivement, on va parler de la logique de apporter de la valeur. En fait, ça c'est le mot tarte à la crème, ça veut tout dire et rien dire. Un sel, ça se forme en fait sur plein de choses. Ça se forme sur l'apprentissage de son métier. Effectivement, en fait, c'est quoi les techniques qui fonctionnent bien. Éventuellement, on peut parler de méthodologie, quelles que soient les méthodologies qu'on veut mettre en place. Faut avoir de la pratique, faut faire de l'entraînement, il y a du coaching. Ça c'est je dirais les fonctions, la partie intrinsèque du métier de sales, faut apprendre à le savoir le faire correctement. Mais derrière, en fait, ça suffit pas. Il faut aussi, en fait, bien former les sales, c'est-à-dire la partie enablement, c'est-à-dire la façon dont on va leur permettre de faire leur boulot, indépendamment du sales qu'ils soient bien formés, il faut les mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la bonne connaissance, en fait, de leur écosystème, que ce soit les concurrents. Donc il faut voilà bien leur donner les bonnes battle cards, bien connaître la valeur du produit. C'est pas le tout d'avoir un produit en fait, il faut expliquer pourquoi ce qui a été développé apporte de la valeur aux clients. Est-ce que c'est du gain de temps? Est-ce que c'est plus d'efficacité? Est-ce que c'est plus de qualité? Est-ce que c'est plus de relations? Il y a des choses en fait et il faut le mettre en ballon avec des éléments factuels. Et ça, en fait, il faut aussi, pour que ce soit utilisable et compréhensible par le sales, il faut lui expliquer c'est quoi le métier. Mais pas son métier à lui, le métier du client avec lequel il veut discuter. Et donc, dans cette logique d'enablement, en fait, si on veut avoir des sales, que ce soit des SDR, des BDR, enfin, tous, hein, même des CS ou des AM, qui amènent de la valeur, en fait, il faut bien leur apprendre la technique, leur donner des bons outils. Alors, outils au sens large, je parle pas que des outils du soft. C'est important qu'ils aient des bons softs, mais il faut aussi qu'ils aient les bons outils, les bonnes battle cards, les bonnes formations sur le produit pour pouvoir en parler correctement. Et puis, le point, voilà, bien comprendre le métier. Moi, ce que je fais dans les boîtes dans lesquelles j'interviens, euh, je considère que la partie technique de la vente, la bonne méthodologie, la bonne posture, tout ça, c'est le rôle du sales manager. C'est à lui, en fait, de faire monter ses équipes là-dessus, de les coacher, de les accompagner, d'amener des choses nouvelles, et surtout de coacher de manière individuelle. Chaque sales, en fait, a ses forces et chaque sales a ses faiblesses. On peut renforcer les forces de certains, mais c'est surtout intéressant en fait de travailler sur peut-être un peu plus les faiblesses, mais renforcer les forces c'est important. Et puis de mixer les choses en fait. Quelqu'un qui va être fort en discovery par exemple, qui est peut-être moins bon en ego, bah, en fait faire un binôme avec quelqu'un qui va être bon en ego et moins bon en discovery pour qu'ils puissent se partager la connaissance et avoir le manager sales qui va coacher ça, qui va l'amener. Ça c'est ce que je mets dans la partie du sales manager. Ensuite, moi j'aime bien avoir la fonction product marketing dans mes équipes, puisque le product marketing va amener en fait la partie connaissance métier, apport de la valeur, la partie enablement sur qu'est-ce qu'il faut amener. Donc comprendre en fait la partie produit et amener les bonnes valeurs métiers. Et puis pour moi le plus important c'est de faire venir en fait des clients et c'est de faire des sessions dans lesquelles en fait on va parler de comment c'est perçu, comment nos clients en fait apprennent prennent la discussion avec les sales et que surtout ce qui est le plus important c'est que les clients puissent expliquer c'est quoi leur travail, comment ils avancent, comment ils travaillent, ce qu'ils ont besoin de faire pour que derrière les sales comprennent comment l'outil va pouvoir les aider. Et du coup, ils s'approprient le langage, ils s'approprient les usages, ils s'approprient les réflexes du métier, ce qui va les amener à avoir des conversations beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus naturelles que juste pousser de la feature. Ok. Alors moi, du coup, j'aimerais te, parce que j'ai souvent justement cette posture en fait très sales. Tu as cité pas mal de choses en fait qui étaient nécessaires pour faire en sorte que le sales soit armé pour pouvoir être le meilleur sur son métier et embarquer des clients. Souvent, dans tout ce que tu as cité, il y a souvent un gap entre les ressources qui peuvent être mises en place et la réalité terrain. Donc
j'ai compris en fait sur la partie client, donc ça, je trouve ça hyper intéressant de faire venir des clients parce que bah, voilà, on est sur de la base. Mais tout ce qui est product marketing ou bien des outils, des formations, on parle du produit, voilà comment faut en parler. Il y a souvent des problèmes de positionnement dans les boîtes. Et donc les sales en fait sont confrontés parce qu'en direct ils prennent leur téléphone, ils se rendent bien compte quand tu fais du cold call au bout de 2 minutes que tu as un problème de positionnement. Et donc du coup c'est comme ça que souvent qu'il y a cette friction entre le marketing et le sales, parce que du coup le sales va commencer à vouloir du coup se mêler du positionnement en disant si je veux m'en sortir, il va falloir que je trouve un moyen de placer mon produit différemment. Et du coup il y a cette friction qui se fait. En fait, en gros, parfois ce que j'aime bien dire, c'est que quand souvent les sales ont du mal en fait sur la partie sales, c'est souvent parfois parce qu'il y a un problème d'un CMO qui a pas réussi à bien positionner le produit ou voilà. Comment on fait pour résoudre ça? Parce que on peut avoir un product marketing, mais il peut être aussi parfois dans les choux ou en tout cas essayer encore d'apprendre. Comment on fait justement pour pouvoir faire en sorte que cette friction, elle s'efface au fur et à mesure et que du coup, elle n'hérite pas la confiance que peut avoir les sales dans ce qu'on lui fournit? Ouais. Après, je serais peut-être un peu moins, peut-être un peu plus soft ou rond sur la partie le CMO qui a pas toute pas tous les outils ou le PMM en fait qui a pas cette partie-là. Moi, sur la partie CMO, souvent déjà, si je vais partir sur la partie CMO, souvent ce qu'on demande à des CMO en fait, surtout dans les boîtes early stage, c'est de monter un moteur de lead gen. Ouais. On leur demande de monter un moteur lead gen qui va générer du lead et de le faire dans tous les sens, en oubliant en fait la partie stratégique du rôle de CMO Oui, c'est pour ça que et d'analyser le marché et ainsi de suite. Mm, Voilà, donc ça c'est le premier point en fait, mm. où en tout cas dans l'écosystème early stage français en fait, on est surtout sur ce modèle-là. Ce qui fait que forcément en fait, à force de demander à des gens de générer du lead, et de leur dire je te mesure que sur la génération de lead, en fait ils délaissent l'autre partie. C'est naturel Bah et oui, c'est c'est voilà. exactement sur ça que je voulais pointer. Voilà. C'était pas de dire en fait qu'il fait attention. J'ai pas envie de m'engueuler avec les CMO, ils font bien leur job. C'est juste que souvent, ils sont sur d'autres tâches qui sont pas sur en fait ce que moi j'appelle le marketing strat. Voilà, Ouais, qui est de comment tu fais en sorte que ce soit pas le VP sales, tu l'as très bien dit, le sales, le VP sales, son objectif c'est de faire monter ses sales effectivement. en skills et pas d'essayer de tester des positionnements, prendre des parties là-dessus. Et c'est souvent là-dessus où je trouve que parfois il y a des frictions. Donc c'est juste pour savoir en fait comment tu fais pour les régler justement dans Déjà, le cas. ouais, déjà en fait, pour moi, le premier élément en fait, c'est de désacraliser un petit peu cette logique de positionnement d'ICP et de persona. Ok. C'est pas une fois pour toutes dans la vie d'une boîte. Parce Mm. qu'en fait, il faut remettre le travail sur la table régulièrement. Ça, c'est des choses en fait que beaucoup de CEO en fait disent ah c'est bon, on avait travaillé dessus il y a 3 ans, il y a 4 ans, on le connaît par cœur. Maintenant, en 3 ans, 4 ans, en fait, le marché a évolué, tu as beaucoup plus de concurrents, le marché est plus dur. Toi, tu as grandi, tu as équipé beaucoup plus de monde, tes équipes sales sont beaucoup plus grandes. Donc en fait, il faut le retravailler. Déjà, le premier point en fait, pour résoudre ce problème-là, c'est de se dire positionnement ICP persona, c'est pas d'une fois pour toutes, on le retravaille tous les ans, tous les 2 ans. On n'est pas obligé de tout casser. Mais en tout cas, il faut se poser la question de, on va le revoir. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que la concurrence est devenue beaucoup plus forte? Est-ce que nos clients achètent différemment? Ça, c'est le premier point, en fait. Il faut garder quand même ce truc-là dans l'émission, soit du CEO, soit du CMO, soit du product marketing, en fonction de vraiment une question de maturité. Hein. Si on est sur une boîte qui est petite, ça va être le rôle du CEO. Si elle est déjà un peu plus structurée, le rôle du CMO. Et puis, c'est vraiment plus structuré pour le rôle du product marketing. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, c'est aussi le rôle du sales manager pour le coup, alors, pas forcément de le travailler, mais de remonter le fait qu'il y a un décalage. Ouais. Voilà, ça, c'est important en fait. Il faut que faut travailler ça. Et une fois qu'on a fait ce travail, il faut le faire. Hein, c'est un travail. Voilà, moi, pas mal de boîtes dans lesquelles je passe, même en freelance, en fait, où je leur dis, on peut essayer de travailler des stratégies d'acquisition, de croissance dans tous les sens, des nouveaux canaux, ainsi de suite. Mais si on n'a pas bien défini ICP persona et positionnement par la concurrence, en fait, on va juste faire du bruit et pas aller là où il faut. Mm. Donc, et après, c'est à chacun à la partie lead gen en fait de s'approprier ce nouveau positionnement pour adapter en fait tous les canaux dans lesquels on va aller faire l'acquisition. Pareil aux équipes SDR, BDR en fait d'adapter le discours en fait en fonction de cette évolution. Le sales manager en fait de retravailler. Donc il faut vraiment le décliner. Souvent en fait on le crée une fois, on le met sur une étagère ou dans un document, dans un Notion ou à ce et puis en fait on se dit c'est bon, c'est là, personne n'a besoin de le déployer. Non. Après c'est à chaque manager de se l'approprier et de voir comment en fait ce positionnement il doit se décliner et on doit former en fait
euh, les équipes en fait à le comprendre, à l'approprier et à adapter le discours et adapter en fait un peu tout ça. Donc c'est pas au sales manager de le créer. Par contre, c'est au sales manager en fait de se l'approprier et de le transmettre en fait et de faire pratiquer ses équipes en fait sur cet ICP et ce persona et surtout d'alerter en fait quand ils voient qu'il y a un décalage pour Avec le arriver en fait marché. à décaler avec le marché, décaler avec la concurrence pour arriver à se repositionner. Ouais. Ok. On reviendra dessus en fait sur un peu le réajustement, notamment quand le marché est en train d'évoluer. Mais avant ça, j'aimerais justement, quand on parle de performance sales, en fonction du type de vente qu'on a, on va pas parler de la même chose, on va pas avoir les mêmes outils, on n'aura pas le même suivi. Toi, tu as été CRO, donc tu es un peu au milieu de tout le monde. Tu es le garant du revenu, donc qui réunit à la fois la partie market, la partie revenu et dans certaines boîtes aussi également la partie produit aussi. Euh, et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu cette vision-là, notamment pour ceux qui nous écoutent, à la fois ceux qui sont sur de la vente plus transactionnelle et du coup qui sont dans une logique de faire beaucoup de volume, et ceux qui sont plus dans du mid-market enterprise, qui sont dans des cycles plus longs et donc vont avoir une approche plus qualitative. Si on prend d'abord la partie vente transactionnelle, euh, aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est toujours la même tendance à être derrière les sales avec dis-moi exactement le nombre de leads que tu as contactés, le nombre de calls que tu as fait, le nombre d'emails, etc., etc. Dans un contexte où justement on dit qu'il faut plus de qualité. Et donc du coup réapprendre à avoir des conversations. Est-ce que tu penses en fait que ça doit toujours continuer à être piloté de cette manière-là? Quelles sont les métriques qui sont importantes dans le cadre de la vente transactionnelle? Ouais, alors déjà peut-être avant de commencer, en fait, on va parler de performance. Ouais, Qu'est-ce qu'on appelle la performance d'un sales? ok. Déjà, rien que partant de là, en fait, je pense qu'il faut déjà repartir de la base. En fait, c'est quoi la performance d'un sales? C'est pas que son atteinte d'objectif. Ça, c'est une des métriques, effectivement. En fait, un sales, il faut qu'il atteigne son quota, mais c'est pas la seule en fait qui permet de calculer d'évaluer la performance d'un sales. La question, c'est comment il y arrive. Est-ce qu'il y arrive en fait en faisant plus de discounts, en faisant plus de volume, en faisant plus d'activités? Donc, faut comprendre en fait comment il fait son chiffre, parce que on sait qu'il y a un lien très fort en fait entre la rétention d'un client et le taux de discount. Plus de discount, moins les clients restent. Donc, un sales en fait qui vend plus, mais avec plus de discount, en fait, on sait qu'il va avoir un churn beaucoup plus élevé et donc le CAC sur LTV va être très long. Hmm. Voilà, donc c'est pas. Moi, je préfère avoir un sales qui fait peut-être juste son quota, mais avec moins de discount, qu'un sales qui overachieve avec plus de discount. Parce que je sais que sur le long terme, je vais avoir pour la boîte en fait plus de revenus stables dans le temps. Donc déjà, en fait, faut déjà évaluer ça. C'est le revenu généré et la qualité du revenu généré. Ça, c'est le premier pilier de la performance. Le deuxième pilier de la performance, c'est effectivement, en fait, il faut voir comment il le fait en termes de benchmark d'activité. Donc, la benchmark d'activité, ça veut dire que il va falloir regarder un petit peu les activités. Est-ce que c'est beaucoup de séquences très multicanales? Est-ce qu'il fait que du téléphone? C'est important de se benchmarker. Non pas et là, c'est le point, c'est pas, je veux pas mesurer l'activité de chacun, tu dois faire 30 calls, 40 calls, 50 calls, 70 calls. Ça, moi, je l'ai subi, c'est contre-productif. Il y a des sales qui sont plus à l'aise et qui vont mieux performer sur certains canaux que d'autres, ainsi de suite. Donc, il faut leur laisser un peu de latitude. En revanche, il faut comparer par rapport à ce que fait la moyenne de chaque équipe pour voir, en fait, si le sales, en fait, il est dedans, dessous, à côté ou pas. Un sales qui atteint pas ses objectifs et qui est significativement en dessous de son taux d'activité par rapport au reste de l'équipe, ben oui, en fait, il y a quand même des métriques qui, voilà, pour une équipe, en fait, c'est quand même assez cohérent d'une manière générale, quoi. Donc, cette partie d'activité, et donc d'arriver à avoir quelque chose d'assez fin pour comprendre, pour avoir vraiment une analyse. Et ça te sert derrière, en fait, à coacher correctement tes sales. Tu vois, quelqu'un qui fait que du monocanal, que du téléphone, par exemple, et qui close moins, ben, il va falloir le coacher, en fait, il faut faire du multicanal, par exemple. Tu vois, si toute l'équipe fait du multicanal et qu'ils ont des meilleurs résultats, ben, tu vois, c'est ça, en fait, l'objectif du benchmark métrique, c'est de comprendre, en fait, où est-ce que tout le monde peut être meilleur, en fait, en prenant la meilleure activité de tout le monde. Voilà. Et Ok. puis, troisième activité, en fait, Ouais. c'est le skill set des élites. C'est-à-dire, en fait, moi, j'aime bien demander, en fait, moi, je mesurais, en fait, une grille d'évaluation des compétences du sales sur quatre critères qui sont les hard skills, les soft skills, le mindset et le teamwork. Ok.
Et du coup, en fait, tu vas avoir des critères différents et chaque sales, en fait, va avoir ses forces, ses faiblesses. Là encore, en fait, l'idée, c'est pas de faire du bashing ou de regarder, bah, toi, t'es pas bon là, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'il faut travailler, en fait, pour chacun pour le faire grandir et le faire évoluer, en fait, et atteindre le meilleur. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le premier point. Quel que soit le segment sur lequel tu vas travailler, tu vois, sur du transactionnel, du mid-market, de l'enterprise ou de l'indirect, c'est est-ce que j'évalue correctement la La performance de mes sales? performance. Ouais, très bien, ouais. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est important parce que souvent, en fait, on le fait quand on a le temps ou pas, ou voilà. Mais c'est ça qui va permettre de savoir, en fait, c'est quoi la performance. Et après, ça va déjà deux effets, c'est que tu sauras comment coacher tes sales. Et deuxième partie, en fait, tu sauras sur quoi, en fait, il faut que tu les mesures et du coup, comment les faire, comment mesurer, quelles activités mesurer. Et ça te permettra d'avoir les moyennes de performance, en fait, pour chacun de tes segments. Et donc là, en fait, on va rentrer dans la spécificité de chaque segment. Effectivement, en fait, plus tu es sur du transactionnel, en fait, plus tu es sur une logique de mathématiques et de grand nombre. Ça, en fait, c'est historique. Plus tu es sur du transactionnel, les cycles sont plus courts. Donc, il faut que tu gères beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus, faut que tu sois beaucoup plus assertif. Voilà. Et surtout, en fait, il faut que tu arrives à beaucoup mieux disqualifier. Moi, ce que je vois, en fait, y compris sur du transactionnel, il y en a beaucoup, en fait, qui gardent beaucoup d'opportunités en se disant, elles vont se closer un jour. Non, en fait, avoir un gros backlog, un gros pipe d'opportunités qui n'avance pas ou que tu sais que tu vas pas closer, faut pas les garder. Ça te fait de la bande passante que tu opères en fait, que tu prends pour pas faire autre chose. Donc déjà en fait, la première étape c'est vraiment prendre des bons critères en fait pour disqualifier. Du coup, Quand pour tu toi, ce serait plus mettre en place un process de disqualification plutôt qu'un process de qualification quand on parle de transactionnel. Ce serait ouais, beaucoup bah plus. déjà la première étape avant de qualifier, faut savoir Hmm. disqualifier. Hmm. Ok. Voilà. Et là, pour le coup, il y a des frameworks qui fonctionnent très bien. Hmm. Typiquement, Medit pour disqualifier, c'est un framework qui est très très bien pour disqualifier, quoi. Hmm. Il y en a d'autres, mais celui-là le fait très bien. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas pouvoir passer en fait aux étapes de qualification, aux étapes de closing, de démo, ainsi de suite. Là encore, en fait, sur du transactionnel, les cycles sont très courts, donc c'est focus sur l'essentiel, bien récupérer les éléments qui vont être pertinents, et puis après aller montrer dans la démo. Souvent, en fait, moi je vois des gens qui font des démos exhaustives de leurs produits. Non, c'est si tu as bien fait ta qualif, tu sais en fait les critères qui vont faire que la personne va choisir. Ok. Donc si la personne elle dit, moi ce qui m'intéresse c'est feature 3, 4, 5, ça sert à rien de lui montrer 1, 2, 8. Ouais. Tu perds du temps, tu perds du focus et tu te génères l'opportunité en fait d'avoir un mec qui va dire ah ouais mais ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, c'est trop machin. Non, le mec il veut 3, 4, 5, tu fais 3, 4, 5, il est content, il a le back-in, tu passes à l'étape d'après. Et après si tu as un Hmm. autre interlocuteur qui veut autre chose, tu passes à autre chose. Mais c'est vraiment se concentrer en fait à pas essayer de faire du feature crashing, c'est-à-dire on va tout montrer, on va tout donner. Si le mec, en fait, t'as bien fait ta qualif, tu sais ce qu'il va faire acheter. Donc, focus là-dessus. Et puis Ok. après, le rythme et le timing, là-dessus, il y a beaucoup de data qui sortent, des études, et plus il y a d'études qui sortent, plus elles montrent la même chose. Un deal qui dépasse ta durée moyenne de cycle de vente, Il se close pas. la possibilité de closing, elle chute Hmm. Hmm. quasiment de 10% par semaine. Hmm. Donc, D'accord. si tu te rapproches dangereusement de la durée de vie moyenne de tes opportunités, et c'est pour ça que c'est important de bien avoir la data et de bien mesurer en tant que sales manager, c'est aussi un élément de coaching du sales manager de dire, hey, ton opportunité, en fait, nous, on close en 47 jours, tu es à 40 jours, il te reste encore deux étapes. Soit tu les Hmm. fais tout de suite, soit le deal, en fait, il se fera pas, quoi. Ok. Ça, du coup, c'est plus sur la partie vente transactionnelle. Sur la vente, c'est quoi les choses que tu vois un peu plus sur la vente des cycles longs en gros, euh, il y a une connaissance approfondie d'abord du secteur, mais alors, généralement, les sales quand tu arrives dans une boîte, t'as pas forcément une connaissance incroyable de ton secteur, t'as pas forcément un réseau important, etc., etc. C'est quoi, toi, justement, les critères? Tout à l'heure, tu as dit que c'est plutôt les maths sur la partie vente transactionnelle, sur la partie vente complexe. C'est quoi les critères qui sont les importants? Euh, Là-dessus, pour moi, clairement, ça va être la compréhension du compte, c'est-à-dire la compréhension de la dynamique du compte. Alors ça a l'air un peu rien, mais c'est hyper important, la logique de mapping et Ouais. d'account mapping. Account mapping, en fait, c'est la compréhension de la logique du compte, ses hiérarchies, ses filiales, et ainsi de suite, pour savoir quelle est la dynamique, qui fonctionne, lesquelles sont importantes et lesquelles sont pas importantes dans la structure. Et après, une fois que tu as identifié ton opportunité,
c'est qui va être décideur ou qui va être acteur de l'opportunité. Et donc, c'est vraiment faire ton organigramme, ton organigramme d'opportunité. Pas l'organigramme de la structure, mais l'organigramme d'opportunité. C'est-à-dire, qui va être ton economic buyer, qui va prendre la décision, qui va passer la commande, et puis derrière, en fait, qui va te permettre d'aller d'ouvrir la porte vers l'économic buyer, qui va te permettre d'avoir la data, qui va être ton coach, qui va être ton champion, qui va être ton scout, et tous ces rôles, en fait, plus tu es sur. Alors ça, c'est bien sûr que tout ce que je dis là, en fait, c'est sur des deals enterprise, quand on est sur des deals à 100, 200, 300, 500 K, 1 million, là, en fait, c'est hyper important, c'est même critique. Sur des deals qui sont entre 25 et 100 K, il faut avoir cette compréhension. Après, tu n'es pas obligé d'avoir autant de rôles et autant de personnes, mais en tout cas, le poser à plat, c'est important parce que ça permet de prendre du recul et d'avoir une compréhension, et surtout le partager avec ton écosystème. Le partager avec, si tu bosses en équipe de compte, le partager avec tes CS, le partager avec ton équipe lead gen ou EBM pour le marketing ou sales dev, SDR ou BDR, pour que eux aussi comprennent et que du coup ils soient plus pertinents. Le partager avec tes partenaires, parce que tes partenaires en fait vont pouvoir t'amener de l'information complémentaire pour dire bah voilà, celui-là, tu dis que c'est ton champion, mais en fait nous on sait qu'il a jamais rien fait vendre une solution. Donc Mmh. ça peut être éventuellement quelqu'un un coach ou qui te donne l'info, mais c'est pas un champion. Donc bien le poser, ça permet de le challenger avec ton manager, le challenger avec ton CRO, ton CEO, pour pouvoir savoir en fait qui doit aller où. Et puis après en fait c'est animer tout ça. Une fois que tu as posé ton plan de compte, c'est l'animer à qui je dois aller dire quoi. Est-ce que j'ai pas oublié en fait la partie sécurité? Est-ce que j'ai pas oublié la partie legal? Est-ce que j'ai pas oublié la partie IT? Mmh. Et une fois que j'ai fait tout ce plan-là, ben en fait, en tant que patron de compte, je vais pouvoir et gestionnaire d'opportunités, je vais pouvoir dire, ben voilà, moi, je vais pas aller voir le DSI, je vais demander à mon CTO, je vais demander machin. Et là, tu joues ton rôle de chef d'orchestre de l'opportunité à bien jouer les bonnes cartes. Pour avoir le DSI, ben, tu as plus de chances d'avoir un meeting si tu l'organises avec ton CTO que si tu l'organises avec toi en tant que sales, quoi. Donc c'est un peu ça en fait, c'est ton plan de compte, c'est ta boussole en fait pour les closer ton compte. Ok. J'aimerais bien juste qu'on revienne un petit peu sur la partie performance, parce que tout à l'heure, tu as parlé beaucoup, on parle souvent en fait de performance d'un point de vue en fait de manager, ce qui est normal parce que bon, t'as géré des équipes, j'en ai géré, etc. Mais en ce moment, ce qui m'intéresse aussi pas mal, c'est surtout dans un contexte en fait un peu compliqué, c'est comment aussi également le sales peut s'approprier ça. Typiquement, tu as parlé de benchmark, etc. Mais comment un sales aujourd'hui, dans un contexte comme celui-ci, peut en fait s'évaluer, tu vois, un peu en dehors de ce que peut lui dire en fait son sales manager, etc. Et essayer de se challenger et d'essayer de se dire en fait, ok, en dehors des targets qu'on te donne, justement, tu disais qu'il n'y avait pas que les targets qui comptaient. Comment en fait un sales pourrait peut en fait justement s'approprier son point de vue. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais. En fait, je dirais deux niveaux de réponse. Le premier, en fait, il faut qu'il connaisse ses chiffres. Si tu connais bien tes chiffres et pas seulement ta target ou ta taille de deal ou ton pipe, mais c'est quoi ton taux de closing? C'est quoi le délai moyen de closing de tes opportunités? Combien tu as de deals en moyenne, de personnes en moyenne sur tes deals? Et du coup, en fait, si tu connais tout ça, au bout d'un moment, en fait, tu es capable de reconstruire en fait ton propre pipe et de dire voilà si j'ai un taux de closing à 17%, que j'ai temps à closer, ainsi de suite, ça veut dire qu'il faut que j'ai un pipe de temps et pas se mentir sur son pipe, pas remplir le pipe juste parce qu'en fait j'ai besoin d'attendre temps, mais tu vois d'être honnête avec toi-même sur c'est pas parce que j'ai 15 opportunités, je sais que j'en ai 5 qui sont mortes, mais ça me fait mon volume parce que ça fait plaisir à mon boss d'avoir le pipe. Non mais il y en a plein qui font ça, mais tu vois d'avoir cette honnêteté de te dire est-ce que mes opportunités sont des vraies opportunités? Est-ce que j'en ai assez pour faire ce que j'ai à faire? Et par rapport à mon taux de closing, mon cycle de vente, est-ce que je suis dans les clous par rapport à mon pipe à moi? En fait, si tu es sales, tu devrais pouvoir demander en fait à tes managers, ou tu devrais le faire toi-même, ou demander à tes managers, je veux pouvoir avoir mon dashboard dans lequel je fais mes reports pour piloter mon activité. Et pas utiliser ceux de tout le monde. Dans l'absolu, on devrait te le mettre à disposition, mais de le construire toi-même. Et du coup de pouvoir avoir tes éléments et puis après d'avoir comment dire cette prise de recul de te dire ok j'ai je sais pas j'ai 300 000 à closer pour le prochain trimestre, j'ai 3 mois de cycle de vente, j'ai je te dis des chiffres un peu grosse maille mais j'ai 30% de taux de closing sur mes opportunités. Si j'ai 600 000 de pipe
3 mois avant que le trimestre commence, bah, tu sais que tu n'arriveras pas à faire ton quota. Ouais. Donc, tu arrêtes tout, focus PackGen, et tu vas chercher en fait tes opportunités qui vont se closer en fait pour faire ton Q3. Et souvent en fait, moi je vois beaucoup de sales qui sont un peu le nez dans le guidon parce qu'ils ont plein d'opportunités, parce qu'en fait ils ont plein d'activités, et en fait ils prennent pas ou ils prennent plus en fait ce temps de prendre du recul de ok, mais en fait la pipeline c'est tout le temps, mon forecast en fait il faut que je le regarde, pas que forecast closing mais forecast aussi pipeline ainsi de suite, et les meilleurs en fait c'est ce qu'ils font. Les meilleurs, en fait, ils ont cette présence d'esprit ou ce recul ou cette expérience tout court de se dire, ben en fait, il faut que je regarde en fait si je me génère suffisamment de pipe en fait à temps et du coup je me bloque du temps pour me générer du pipe en temps réel. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, le truc, c'est aussi également de leur apprendre à faire ça parce que souvent, c'est pas appris. On les focus sur le fait de prendre des rendez-vous et closer des deals. Et on laisse un peu le côté dashboard aux sales managers. Et du coup, bah, on a des sales en fait qui savent, voilà, qui tapent un peu à vue et qui va être en fait un peu, voilà. Donc, je trouve ça hyper intéressant en fait, effectivement, de pointer ça. Et puis, il faut Euh, pas oublier qu'on leur met des œillères. Puisqu'en fait, la ouais, plupart des jeunes, en fait, on leur dit, c'est quoi ton commit, en fait, sur le trimestre? ouais. Ou sur le mois, ou voilà. Or, en fait, en faisant ça, en fait, on renforce ce positionnement, en fait, que ben ils ont pas le temps d'aller le faire. Or, c'est hyper important pour eux, en fait, de le faire. Normalement, en termes de coaching, un bon sales manager, en fait, devrait être capable de piloter dans les one-to-one et le closing du trimestre et le pack gen, en fait, du trimestre d'après, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi. J'aimerais bien qu'on revienne à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, les différences entre transactionnel et complexe. Toi, en fait, dans les discussions qu'on a pu avoir en off, je me souviens, tu disais un truc que j'avais trouvé très pertinent, qui était, ouais, en fait, aujourd'hui, quand une boîte recrute un sales, elle se dit, j'ai recruté un sales, j'attends à ce qu'il soit sales, qu'il soit un bon sales, quoi, parce qu'il est sales. Et j'aimais bien le fait de dire, en fait, bah, en fait, oui, tu peux avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans d'expérience au sales. Enfin, chaque fois que tu vas dans une boîte, c'est une nouvelle industrie. Si c'est une nouvelle industrie, c'est de nouveaux process, c'est de nouveaux KPI, c'est de nouveaux moyens, enfin, c'est de nouvelles, peut-être, méthodes de performance dans ce que tu disais tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pas les mêmes manières de performer. Et donc, tu dois t'approprier ça il y a un temps. Euh, Justement, j'aimerais bien que est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple, de différences qu'il peut y avoir, justement, dans la formation sales, qu'il peut y avoir quand tu es dans le transactionnel et dans le complexe. Alors, tu as parlé de, effectivement, c'est important la compte plein, c'est important dans l'autre cas d'être dans une logique un peu maths, etc. Mais en termes de formation, derrière, on a souvent des trucs où on va écouter des calls, on va écouter des reviews, etc., des trucs un peu basiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses pour justement apporter un peu plus de posture, de force un peu aux sales? Bah, et en fait, c'est ça, j'allais y venir en fait tout à l'heure. Tu m'as demandé comment un sales en fait doit faire pour avoir ça. Je t'ai dit le premier pilier en fait, c'est bien connaître ses chiffres. Le Mhm, deuxième en fait, c'est de continuer de se former. mhm, Un sales en fait, il faut qu'il ait, alors, en tout cas, la notion d'ownership de sa carrière. Il va mettre ses compétences au service d'une boîte pendant un temps donné et puis après une autre, ainsi de suite. Mais il faut aussi qu'il ait ce recul sur sa carrière, de se dire comment moi je progresse, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je veux aller. S'il a envie d'être, s'il commence en tant que transactionnel et qu'il veut être enterprise, bah, c'est à lui aussi d'aller chercher en fait cette compétence, d'aller se former en fait sur des trucs enterprise. Alors la boîte doit l'accompagner, mais lui aussi en fait dans son plan de carrière, il doit aller trouver ce truc-là. Là, il y a quand même, je trouve que on a quand même la chance actuellement d'avoir des écosystèmes, en tout cas même en France, des écosystèmes en fait de formation des sales où il y a quand même beaucoup de clubs qui existent, il y a quand même beaucoup de communautés où des gens partagent, des gens partagent des choses. Il y a énormément de choses qui sont sur LinkedIn. Alors, faut faire un peu le tri. C'est un peu compliqué d'arriver à faire le tri entre ce qui est très bien, ce qui est moins bien, ce qui est le playbook d'il y a 3 ans et puis le playbook actuel. Mais en tout cas, il existe plein de choses. Et il faut, en tant que sales, en fait, continuer à aussi avoir cette curiosité, en fait, de continuer à se former soi-même sur un peu les nouvelles méthodologies, un peu les nouveaux outils, un peu les voilà. Ça, c'est aussi important en fait pour pouvoir progresser et pouvoir gagner du temps. Euh, donc voilà, et il faut que la boîte en fait le mette aussi en place.
Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent compliqué, hein, c'est souvent compliqué à mettre en place, mais quand tu commences à avoir des équipes qui sont suffisamment larges ou étendues, c'est-à-dire avoir des équipes 30-40 personnes ou des choses de ce type-là, en fait, ou même un peu moins, d'avoir une logique en fait de carrière pass, c'est-à-dire de dire c'est quoi le chemin en fait pour pouvoir passer de SDR à BDR, de BDR à AI, d'AI junior ou transactionnel à AI mid-market, enterprise, et quelles sont les passerelles et quelles sont les compétences que tu dois avoir, les compétences que tu dois aller chercher, et voilà. Moi j'aime bien faire ça. C'est souvent compliqué, c'est souvent long, fastidieux, et puis c'est du travail que tu fais sur le side à côté en plus de tout le reste, et souvent ben c'est pas le prioritaire, mais quand tu le mets en place, quand tu mets en place cette école de vente, en tout cas de progression, en fait, tu arrives à avoir des éléments clairs. Chacun sait, en fait, je suis SDR, je veux passer BDR. Ben, en fait, il faut que j'apprenne à faire des calls, tu vois, et du coup, je peux le faire, je peux apprendre tout ça. Quand je suis transactionnel et je veux passer enterprise, ben, il va falloir que je sache que c'est qu'un plan de compte. Ben, un plan de compte, en fait, il suffit de regarder ce que fait un camarade, de comprendre un petit peu la logique, voilà. Et donc déjà avoir un peu ces automatismes, de se dire c'est quoi l'étape d'après et qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne et comment il faut que j'y aille. Et puis après, je charge aussi aux boîtes en fait de fournir un petit peu ces guidelines ou ces modèles de ce qu'il faut apprendre et comment il faut le faire. Pour revenir euh, pour revenir un petit peu aux différences entre transactionnel et enterprise ou même mid-market, il y a vraiment une question de dynamique en fait qui va pas être la même. Sur du transactionnel, en fait, tu dois aller chercher en fait. Moi, ce que je disais à mes équipes sur du transactionnel, en fait, les trucs que tu dois avoir en tête, c'est le one shot. Mmh. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour réduire le cycle de vente le plus possible et augmenter l'impact le plus possible. Mmh. Et là-dessus, en fait, c'est vraiment dans la logique de comment tu fais ton discovery, les discours, comment tu les approches. Est-ce que tu vas aller chercher, en fait, c'est pas les mêmes questions que tu vas aller construire, quoi. Tu vas aller construire cet argumentaire de qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre votre décision maintenant. Et ça, Mmh. tu peux le faire tôt quand tu es dans du transactionnel. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, tu peux essayer de travailler en fait à le faire tôt pour avoir vraiment les critères. Parce que Mmh. normalement, quand tu es dans une logique transactionnelle, les clients qui viennent vers toi ou qui t'appellent, en fait, ils sont aussi dans une logique transactionnelle. Ils n'ont pas envie de perdre du temps à voir 18 personnes, machin, pour acheter pour 3 ou 4 cas de licence. Après, quand Ouais. tu es sur l'enterprise, là, en fait, tu vas être sur une logique un petit peu plus, ou sur du grand compte, ou même du mid-market un peu plus différente, où tu vas pouvoir poser le game. C'est-à-dire, tu vas pouvoir poser ton jeu sur le plan de prospection, sur le plan d'avancer aussi de ton opportunité, de dire, je sais que la première personne avec qui je vais discuter, c'est celle qui va utiliser. Souvent. Ouais. Derrière, en fait, mon objectif, c'est de comprendre, c'est pas elle qui va prendre la décision, c'est de comprendre comment elle fait, et c'est quoi, en fait, les pains de la personne qui prend la décision. Mmh. Tu vois, et du coup, tu vas poser le discovery, tu vas poser la conversation en fait de manière un petit peu différente, où tu vas aller chercher beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de choses en fait pour comprendre l'organisation, pour pouvoir le réutiliser lorsque tu vas discuter avec le manager. Là encore, aller chercher plus d'informations pour aller chercher qui va être le décideur, qui va faire le chèque, connaître le process, ainsi de suite. Donc en fait, tu vas être sur des dynamiques de rendez-vous différentes. Et aussi, du coup, on n'a pas les mêmes métriques. Enfin, tu vois, genre, moi qui fais encore beaucoup de, quand même, d'enterprise, tu peux pas être dans une logique de, oui, tu peux te dire combien de rendez-vous tu peux avoir, mais tu vas pas être dans une logique, il me faut 10 rendez-vous par semaine. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Tu es plus dans une logique de conversation que tu dois avoir et d'avancer. Et c'est là où, en fait, un peu le bas blesse que je trouve. Donc, je sais pas si tu as un peu, toi, Ouais. réussi à résoudre la, la, la problématique que tu peux faire, enfin, que tu peux avoir avec des sales, de dire comment tu me donnes des métriques qui me rassurent en tant que sales manager ou même en tant que boîte et qui te rassurent aussi, c'est-à-dire que sur lequel tu peux te baser en te disant ça sent bon et j'ai pas juste en fait tu vois des gros comptes avec des gros chèques, ouais globalement ça sera 100 000 euros mais en fait ça va jamais avancer quoi. Ouais, alors après, en fait, je pense que c'est sur la logique des chiffres, en fait, tu peux l'avoir de manière différente. Effectivement, quand tu es sur du transactionnel, il y a une corrélation, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il y a une corrélation qui est assez forte entre le volume d'activité et le nombre Ouais, de deals. complètement. Donc effectivement, si tu es sur du transactionnel, il y a quand même un volume de rendez-vous à avoir, il y a quand même un volume de pipe, en fait, pour pouvoir cette dynamique, ça existe, quoi, c'est réel. Quand tu es sur des deals qui vont être de plus en plus longs, ce qui va être intéressant, en fait, c'est de lâcher la logique de activité à la semaine et de passer sur une logique d'activité à l'opportunité. Hmm. Ok. Puisqu'en fait, et c'est là où il va falloir planifier, puisqu'en fait, grosso modo, ce qu'il va falloir comprendre, c'est une opportunité en moyenne, elle va se signer en, je sais pas, en 80 jours, en 120 jours, en un an, ainsi de suite.
Et du coup, c'est quel niveau d'activité et quel rythme il va falloir que tu mettes dans l'ensemble. Et c'est plutôt ça en fait qu'il va falloir regarder. Et du coup, de dire s'il faut que je fasse, je sais pas moi, 10 opportunités dans le trimestre pour faire mon quota, 10 opportunités, ça veut dire qu'il faut que j'ai tant de rendez-vous parce qu'en moyenne, une opportunité qui se close en 45 jours, ouais, ou plus que ça en fait, en 90 jours plutôt sur du 3 mois, ben, j'ai besoin d'avoir 5-6 rendez-vous. Ça veut dire qu'en fait, il faut et que j'ai besoin d'en closer 10 et que j'ai un taux de closing de 30, ça veut dire qu'il faut que j'ai en moyenne 30 ou 40 opportunités en roulant. Et du coup, ça veut dire que sur ces 30 ou 40, j'ai 6 rendez-vous. Ben, 40 fois 6, ça veut dire que dans le trimestre, il faut que tu aies fait 240 rendez-vous, quoi. Donc, ouais, Complètement. mais c'est pas combien j'en fais dans la semaine, c'est combien j'en fais par rapport au volume que j'ai besoin, en fait, pour faire avancer mes opportunités. Yes. Alors, pour le coup, Euh, quand on arrive là, je te cache pas que t'es sur des sales, en fait, qui maîtrisent bien leurs métriques, leur dynamique, leur taux de closing, ainsi de suite. Quand Mais tu vas sur de quand tu arrives, l'enterprise, oui, oui, c'est vrai, mais t'as quand même, enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà eu des sujets où, en fait, il faut quand même que tu regardes un peu l'intensité. C'est plutôt l'intensité qui est compliquée à mesurer. Dans quelle mesure, tu vois, enfin, surtout en ce moment, ça va être une bonne transition. On est sur un marché qui évolue vite avec pas mal de concurrence. Donc, parfois, là où peut-être, je sais pas, il y a 2, 3 ans, rater une semaine, tu vois, ou pas être complètement rigoureux sur ton pipe, ça pouvait pas avoir trop d'incidence. Aujourd'hui, ça peut clairement avoir plus d'incidence. Donc, c'est plus une question d'intensité, de valider l'intensité. Bon, il y a moins de ouais, métriques faciles que quand tu fais du transactionnel ou sur lequel tu peux, en regardant juste un dashboard, tu peux savoir ce qui se passe. Ça demande plus de conversation, je trouve, quand tu dois piloter des équipes enterprise. C'est mon expérience, mais bon. ouais. Et puis effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai. La concurrence, en fait, amène une pression Mm. forte. Tu vois, moi, j'étais sur le marché de l'ATS, donc les outils de Yeah. recrutement. Il y a 10 ans, le marché de l'ATS, c'était une vingtaine d'outils pour en étant large, hein, très large. C'était une vingtaine d'outils en vente en France sur le marché de l'ATS en tout cumulé. Là, en ce moment, en fait, c'est plus de 140 outils. Ouais. Du coup, en 10 ans, fois 7 ou même bah, quasiment ouais, fois plus que ça, en fait, en nombre de concurrents, d'outils qui se disent aider au ATS. recrutement, bah, ATS ou outils qui aident au recrutement, Mhm. voilà, ça veut dire que, dis-toi bien, si toi tu ne travailles pas une opportunité, il y a quelqu'un d'autre qui la travaille. Ouais, clairement. Ouais, Donc c'est clairement. plutôt ça en fait le challenge en fait, Mm. c'est de pas perdre ça de vue. Tu skippes une semaine, c'est pas grave, mais il y a Mm. quelqu'un qui l'a pas fait. Ouais. Il y a Et quelqu'un si qui la était personne est dessus. meilleure que toi, c'est too bad. Ouais, mais ça arrive, hein, ça arrive. Et puis tu connais pas la dynamique du client, voilà. Donc c'est important de garder sa cadence et de garder ce recul sur ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Yes. Bah, du coup, ça me permet d'aller sur le sujet que vous l'avez abordé avec toi, sur le fait que, bon, en tout cas, je pense que pour tout le monde où on est dans les équipes revenues, il y a quelque chose qui fait un peu tourner la tête, c'est justement ces changements qui sont hyper rapides. Moi, enfin, je vois qu'en 10 ans, c'est vraiment de plus en plus rapide, tu vois, genre tu tournes la tête, il y a plein de choses qui a changé. Mais en même temps, quand tu regardes de près, les pratiques de base sont un peu les mêmes, donc c'est ça qui rend un peu les choses un peu déroutantes. Justement, qu'est-ce que tu conseillerais toi, justement, sur cette partie-là? Comment anticiper les changements du marché, qu'il y a notamment avec l'évolution des technos, l'IA qui arrive, entre bullshit et prendre vraiment ça au sérieux, et surtout aussi également les nouveaux comportements des clients, où ça évolue pas mal. Mm. Alors, le marché explose là, en ce moment, c'est bouillonnant en fait, c'est même pas hyperactif, c'est bouillonnant en fait. T'as des solutions qui sortent tous les 4 matins. Tout le monde dit on révolutionne tout et on fait et on fait papa maman du sol au plafond. Vraiment en fait, c'est difficile de différencier. Pour tester pas mal de solutions en fait, il y a vraiment à boire et à manger dans l'ensemble. Et la difficulté, alors en tant que sales manager ou en tant que CRO, c'est de bien comprendre ce que tu veux faire et de pas se perdre. Voilà, pour prendre une vieille expression, mais de pas lâcher la proie pour l'ombre, quoi. C'est de se dire qu'est-ce que tu as besoin de faire et qu'est-ce que tu veux faire et pas juste le dernier truc à la mode parce que c'est cool et Mm. voilà. Donc ça, c'est le plus gros des challenges, hein. Tu vois, moi, je suis à fond sur les agents IA en ce moment et comprendre comment ça fonctionne entre les agents IA horizontaux, verticaux, embedded, ainsi de suite. Euh, et la réalité, c'est qu'il y en a plus de 800 qui existent pour les équipes go-to-market. Donc Mm. rien qu'en 6 mois, en fait,
quasiment doubler ou tripler le nombre d'outils qui étaient à disposition. Donc, et tous ne sont pas géniaux et tous ne sont pas idéaux dans toutes les situations. Donc déjà il y a ça en fait. C'est pour le sales manager bien comprendre en fait qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller. L'autre truc, et ça j'ai tiré d'une table ronde auquel j'ai participé, j'ai écouté hier soir, c'est le focus principal en fait, et j'ai bien aimé ce qui a été dit hier. Le focus principal, c'est comment augmenter la fluidité du parcours utilisateur du sales. Il y a rien de pire actuellement en fait que d'avoir des sales. En fait, on leur met des tas d'outils qui sont pas connectés, la data elle passe pas d'un à l'autre, ils doivent faire des copier-coller. Je fais un export d'un truc, je fais du SalesNav, je fais un export, je l'enrichis dans un truc, je le remets dans le CRM, je le remets dans mon truc d'envoi d'email. Et en fait, ils passent la moitié de leur temps en fait à faire autre chose que leur boulot. Voilà, en plus sans parler des tâches administratives, sans parler de tout un tas de trucs. Donc, je pense que côté sales manager, RevOps particulièrement, c'est focus sur faire gagner du temps aux équipes, sur déjà rien que l'interconnexion des outils ou le choix des outils ou peut-être prendre des outils différents ou avec un autre postulat, ainsi de suite, ou peut-être un chouïa moins bon que du best of breed, mais tout intégré. Si tu arrives à avoir un seul outil dans lequel tu as tout pour une partie pour un de tes sales, ben en fait, s'il n'a pas besoin de sortir d'un outil pour faire toute son activité de la matinée, ben, il a gagné du temps. Il fera pas autre chose. Donc ça, c'est le premier point en fait sur cette logique d'outils dans tous les sens, comment on s'en sort. Et après, il y a ce que l'IA et les outils peuvent amener. Et là, en fait, rien qu'en tant que contributeur individuel, en tant que sales, l'IA peut t'amener beaucoup de choses. Ça peut t'aider en fait. Alors, je crois pas du tout en fait, en tout cas pas dans les 3 à 5 ans et encore. Il faudrait vraiment que ça pousse très vite, que l'IA soit capable de remplacer des sales. Voilà, bon, on a eu une discussion sur LinkedIn là-dessus ensemble, mais en revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait sur lesquelles l'IA peut simplifier ou accélérer ou augmenter les AI. Je suis très 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 fan du concept d'augmenter de AI. Le sales augmenté, ouais. Ouais, le sales augmenté, ouais, parce qu'en fait, il y a plein de choses que l'IA peut faire pour toi. Typiquement, tu peux te créer ton petit agent, ton prompt machin pour aller faire tes recherches sur un compte. Moi, je l'ai fait là. Je crée des agents en fait pour aller faire ces logiques-là, pour tester, pour moi apprendre et le mettre à disposition de communauté. Et du coup, je crée des agents où je dis, je vais attaquer tel plan de compte, j'envoie mes 25-30 comptes que j'ai envie, va me faire les recherches, c'est quoi le site web, la proposition de valeur, les personas, les clients, l'organisation, l'écosystème dans lequel ils interviennent, ainsi de suite. J'ai un agent qui va me faire ça. Après, j'ai un agent qui va aller me chercher les personas, qui vont dire, ben voilà, j'ai tel persona, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les machins pour la boîte et où est-ce que je vais les trouver. Et tout ça, en fait, comme ça, quand on est dans la dynamique, mais que tu sois SDR ou que tu sois en prospection ou que tu sois AI, c'est la même chose. Tout ça, ces agents, ils te font gagner du temps. Et du coup, c'est du temps sur lequel tu peux te concentrer à comprendre c'est quoi la dynamique globale de ton territoire. Si tu es sur un vertical Energy Utilities, c'est quoi les enjeux du marché Energy Utilities, comment ça bouge. Voilà, là, c'est de l'information que tu vas avoir besoin d'intégrer pour pouvoir augmenter en fait l'intelligence situationnelle et l'intelligence relationnelle que tu vas créer et émotionnelle dans ton call. Mais tout le reste de savoir que la boîte a été créée en 1925, qui sont 4800, ainsi de suite, c'est pas à toi d'aller le chercher sur Internet. Un robot, il le fera très bien, un agent, il le fera très bien. Donc, utilise ça pour le faire. Pareil, les outils d'enregistrement de rendez-vous, je trouve ça vachement bien. Mais prends le transcript et En faire quelque chose avec un agent, autrement ça sert à rien. Ouais, puis générer un agent, ton transcript, voilà, et puis remplis ton CRM, pas voilà le compte rendu de mon rendez-vous, mais plutôt voilà les informations en fait qui sont pertinentes. Moi, alors c'est de notoriété publique, mais je suis fan de Spiced. Moi, ce que je demande aux robots en fait, c'est que tu prends le transcript d'un call et tu me dis voilà, remplis-moi toutes les questions Spiced. Et je le fais pour chacun. Et plutôt que d'avoir des comptes rendus en fait de tout ce que j'ai dit, voilà, ben, j'empile en fait tous mes comptes rendus dans mon truc Spice sur la situation. Ben, j'ai tous mes points de mes rendez-vous en fait qui sont les uns à la suite des autres pour la situation. En gros, c'est toutes les informations qui vont t'aider à avoir la bonne stratégie pour ton deal, quoi. Ouais. Et puis derrière, et puis derrière, utilise les robots pour les agents en fait pour te challenger. Tu dis, je vais rencontrer le DSI. Regarde dans mon opportunité tout ce qui s'est passé, voilà, et dis-moi les questions qu'il faut que je pose au DSI.
Et là, Ouais. t'as ton meeting prep et tu as gagné du temps, tu vois. Ça t'empêche pas d'aller regarder les notes, mais au moins, bim, 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 tu as une préparation, tu as un fil rouge, tu as un truc et tu louperas pas d'informations. Voilà. Donc, c'est vraiment ces outils-là, c'est des prompts qui sont pas forcément très compliqués à faire, Ouais. que tu peux faire même à la rigueur à la mano. Mm. Pour le coup, c'est mieux de le faire avec une seule plateforme qui tout tout. Mais même si tu le fais à la mano, le temps que ça va te faire gagner en qualité, le temps et pour gagner en qualité, c'est énorme. Et là, Mm. tu vas pouvoir te concentrer sur ton call. J'enregistre, j'ai pas besoin de prendre de notes. Ça vaut toujours le coup d'en prendre quand même quelques-unes, mais voilà. Et après, j'ai mon fil rouge. Je pose mes questions, j'interagis, bim bim. Et là, tu vas amener toute ta valeur de sales sur ton intelligence situationnelle, émotionnelle et relationnelle pour que les robots sauront pas faire et sauront pas faire avant un bon bout de temps. Bah, ouais. Après, peut-être qu'un jour les robots arriveront à parler à des humains. Euh, Mais, émotionnellement, ouais, je tu parlais parlais de émotionnellement. robots. Tu Hein? parlais de robots qui parlent à des humains. On le voit de plus en plus. Hein. Il faut pas se voiler la face. Les acheteurs font pareil. Oui, non, ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, typiquement, moi, j'ai regardé un petit peu comme, bah, on en avait parlé, tu vois, les outils qui te permettent de faire du call, pour en continuer à en faire. Il y a un moment où le plus difficile dans un call, à mon avis, hein, quand tu as un bon produit, hein, j'ai bien dit quand tu as un bon produit, c'est de lever le malaise du début. Le fait que si je t'appelle, tu me connais pas, ta première réaction que tu vas avoir, c'est vouloir me raccrocher au nez. C'est tout. Je te prends un moment. Ça, euh, c'est de la voix, c'est des choses parfois même indescriptibles. Pourquoi il y a des moments où tu vas dire non, lui, j'ai pas envie de lui parler. Ah, ça me fait chier, mais je reste, tu vois. Et ça, cette nuance-là, c'est parce que c'est un truc d'humain à humain. Il y a des voix qui te sont insupportables. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. L'approche, parfois un tutoiement qui t'a un peu agacé. Voilà. Moi, je suis un peu boomer là-dessus. Hein. J'aime pas qu'on prenne trop la confiance, etc. Typiquement, bon, ok, tu vas me dire peut-être qu'il peut avoir un robot qui connaît ta personnalité, etc. Non. Peut-être que ce jour-là, ce tu-là, il va pas passer. Peut-être qu'un autre jour, il va passer, tu vois. C'est plutôt ça que je voulais dire, c'est que il y a des trucs en fait qui passent de, il y a des gens, il y a juste, enfin, la semaine dernière, j'ai interviewé un sales qui est devenu sales full cycle, qui est BDR chez Najar, et qui lui, en fait, a zéro difficulté. Et vraiment, je le sais parce que je vois ses chiffres. C'est vraiment le type qui va contredire tout ce que les gens disent sur le fait qu'il y a des difficultés à trouver des rendez-vous. Il n'a pas de difficulté à trouver des rendez-vous. Pourquoi? Parce que il a une excellente posture. C'est-à-dire, c'est un gars, tu veux. Moi, d'habitude, je suis en mode genre, je reste 30 minutes en call avec des gens. Cette personne-là, tu dis, ah, vas-y, je reste une heure. Tu regardes, tu fais, puis je suis resté une heure avec lui, tu vois. Voilà. Ça, une IA, à moins qu'elle soit très forte, mais ça a raison, peut-être dans 5 ans, on va être choqués, peut-être que ce sera nos meilleurs Bah, amis, tu vois, mais voilà, quoi. mais pour le moment, on en est loin. Mais il y a, voilà, les acheteurs commencent à utiliser des robots pour aller faire leurs recherches sur Internet, pour aller chercher les fournisseurs, pour aller comprendre tous les outils. De la même façon que toi, tu vas faire ton prep call, ton Ouais. préparation de meeting, on va rechercher des informations sur les boîtes, ainsi de suite. Les acheteurs font la même chose. Ils n'ont pas plus de temps que toi et ils ont les mêmes outils. Donc voilà. Mais utilise-la à bon escient. Ouais. Complètement. C'est-à-dire, ils vont pas remplacer ton boulot. Par contre, ils peuvent t'aider en fait là où tu as besoin de gagner du temps, là où tu as besoin d'aller chercher de l'information. Et puis après, il y a quand même des choses sur lesquelles les robots, en tout cas les agents, peuvent être bons. C'est sur te challenger toi. Mm. Demande-leur de challenger ton transcript de call Ouais. en disant qu'est-ce que j'ai loupé. Mm. Utilise-le pour te coacher. Les robots sont très très bons pour te coacher. Donc Mm. c'est aussi un truc qu'un AI peut faire. Voilà, demander une licence avec un LLM quel qu'il soit, que ce soit un ChatGPT ou autre ou d'autres outils, mais demander à avoir les licences, ça vaut le coup et c'est un investissement. Ou même prends-la pour toi. Les 20 balles que tu vas mettre par mois vont te Ouais. rapporter beaucoup plus. Et il faut profiter que le temps que ça soit 20 balles, parce qu'on sait très bien que ça va pas l'être Ouais. pendant 20 ans. Mais même si tu n'arrives pas à le faire passer en note de frais, prends-le pour toi, le temps que ça va te faire gagner, mais Je suis d'accord. ça va te faire gagner un temps de dingue et en qualité, et puis utilise-le pour te former. Fais-lui écouter tes calls et demande-lui où est-ce que j'étais bon, où est-ce que je n'ai pas été bon, est-ce qu'il y a des endroits où j'aurais pu rebondir différemment, est-ce que et tu vas voir que ce qui va te sortir en fait, tu vas dire ah ouais, C'est ah j'avais pas intéressant, vu ouais. ça comme ça, Complètement. ah ouais. Je suis complètement d'accord. Et ça, à tout niveau. À vraiment à tout niveau.
Parce que d'ailleurs, plus on a de la bouteille, plus parfois on prend des habitudes. Et comme tu dis, le marché il change, les comportements des acheteurs changent. Et donc, du coup, il faut aussi également continuer à se mettre à la page. Et voilà. Dernière question que j'aimerais te poser, parce que tu l'as dit au début, et puis c'est aussi la réalité, c'est que c'est quand même devenu plus dur, en tout cas de vendre, à part exception, il y a toujours le top 1%, mais on peut pas avoir que des A-players. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, toi, c'est quoi ta vision sur comment ajuster les objectifs commerciaux dans un environnement justement où c'est plus difficile. Tu disais, hein, c'est vrai que l'année dernière, je crois que c'était ça, 70%, j'avais fait un post là-dessus. Là, aujourd'hui, on est beaucoup moins. Et on parle même pas du chiffre, si on parle en termes de boîte qui a réellement atteint ses objectifs, je pense qu'on est sur quelque chose assez catastrophique. Du coup, ça fait que tu peux pas mettre la même pression sur les targets aux sales du fait de ce moment un peu particulier. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aujourd'hui? Alors après, moi, la réalité, c'est que c'est la data qui va te donner, en fait, qui va regarder comment ça fonctionne. Il faut que tu maîtrises bien ta data. Si tu as la chance d'être dans une structure qui est un peu robuste, tu as un sales ops ou un rev ops, faut qu'il t'aide en fait à produire en tant que manager, faut qu'il t'aide à produire les data en fait pour bien comprendre en fait comment ça a été vendu, les sites de vente moyens, les paniers moyens, le taux de discount, ainsi de suite. C'est basé là-dessus en fait que tu pourras construire en fait la réalité de ce qui s'est passé et puis voir en fait la réalité de là où tu dois aller. Et puis derrière, il y a aussi de plus en plus, alors on avait une discussion là-dessus, de plus en plus de boîtes qui disent on va fusionner les rôles BDR et I pour passer sur des sales beaucoup plus full cycle. Euh, Ça, c'est sur le papier hyper intéressant. À mettre en place, c'est beaucoup Super plus dur. délicat. Ouais. Parce qu'en fait, la balance entre le nombre de calls que tu dois faire et gérer tes opportunités, ainsi de suite, c'est pas juste un mix de je prends les quotas d'un BDR, je le mets sur le quota d'un EI, ça marche pas. Même si tu te dis qu'un EI en fait connaît mieux le produit, a plus d'expérience, il aura un taux de closing plus important, c'est pas si limpide que ça. Il Et du aura pas coup, envie de reprospecter aussi, hein. C'est aussi ça, hein, c'est que la prospection, c'est un muscle quand tu le lâches, c'est compliqué de le récupérer après, effectivement. ouais, mais pour le coup, en fait, alors moi j'ai un postulat qui est assez fort, les sales devraient jamais arrêter de prospecter. Ouais, Euh, ouais. non mais Ah, mais t'as vraiment, raison, t'as raison, t'as raison. Mais c'est vraiment, pas. parce que, mais même sur de l'enterprise et du très grand compte en fait, mais c'est juste que tu vas prospecter des gens différents Mm. et tu vas prospecter avec une logique différente. Oui, tu vas pas faire de l'appel à froid de mecs sur lequel t'as aucune info. Par contre, tu vas aller chasser du lookalike, du deal que tu viens de closer parce que tu as une histoire à raconter. Tu vas aller chasser un exec si tu es dans l'enterprise parce que en fait, c'est ton job de le faire, quoi. Ou d'aller prendre un rendez-vous pour ton CEO, ainsi de suite. Et ça, c'est ton job. Et c'est ton job de prendre le téléphone pour le faire. Voilà. Et ça reste de la prospection. C'est pas la même que prendre un listing et d'appeler n'importe qui juste pour au cas où ça marche. Mais ça reste de la prospection. Il faut continuer à le faire. Et c'est là en fait où tu vas avoir voilà. Et après, ben, tu disais que quand tu as arrêté de le faire, il faut s'y remettre. Et de plus en plus de boîtes vont y aller. Euh, et euh, tu vois, c'était Coralie de Robert hier qui disait ça. Elle disait un des bons moyens de remuscler un petit peu cette prospection, c'est d'aller du nearbound dans une notion étendue de nearbound, soit d'appeler sur des leads qui viennent de partenaires parce que c'est du mi-chaud mi-froid, voilà, soit d'aller sur des gens en fait qui sont passés sur d'autres outils, ainsi de suite, ou alors d'appeler des gens en fait qui ont été lost il y a quelques mois ou quelques années. C'est un bon moyen en fait d'être pas sur du froid voire glacier, voilà, mais c'est pas du chaud non plus, ainsi de suite. Et c'est un bon moyen de se remettre parce que tu as une accroche, tu as un truc à raconter et c'est un bon moyen de remuscler. Ouais. Ouais. Alors, du coup, j'ai bien compris sur la partie ajuster les objectifs, mais moi, ce que j'avais plutôt en tête, c'est de dire que, en fait, quand tu as une année, tu fonctionnes en quarter. Là, il y a un premier quarter qui va passer. Deuxième quarter, voilà, tu fais un peu le bilan de savoir, bon, c'est en fonction de ton business, tu sais globalement si tu vas y arriver ou pas, hein. Il y a des gens, ils arrivent à savoir s'ils vont y arriver dès la fin du premier trimestre ou pas. Ils savent déjà s'ils vont être dans les choux ou pas. C'était plutôt là, en fait. Qu'est-ce que tu préconiserais justement parce que il faut garder les commerciaux, on est comme tu disais dans une période où faire plus avec moins.
Et donc du coup, un des challenges, c'est garder ses commerciaux parce que si tu commences à les perdre, tu vas avoir un petit problème de ramp-up et donc là vraiment ça va pas bien se passer. Du coup, comment tu fais Est-ce que tu recommanderais par exemple en cours d'année de réajuster à la baisse pour avoir donné un peu de confiance à tes commerciaux ou pour toi il y a d'autres solutions à mettre en place avant d'arriver à cela. Alors, Je dis bien qu'on est dans j'imagine bien une période très très particulière. Dans une période en- face, cette discussion-là, elle est pas très intéressante. Mais on est quand même dans une discussion où aujourd'hui, bah, tu vois, c'est pas rien quand on dit fin 2024. Il y a que seulement 30% des commerciaux, 35% des commerciaux qui ont réussi à atteindre leur quota. C'est pas parce qu'ils sont tous nuls. Ça, j'y crois pas. non, non, Il y a quand clairement. même un contexte qui est important quand même. Ouais, ouais, clairement. Après, en fait, théoriquement de base, si t'as bien fait tes objectifs, en fait, tes sales devraient pas atteindre, devraient pas être très loin de la réalité de pouvoir faire leurs objectifs. Mm. Ça déjà, c'est le premier point. Il y a beaucoup de boîtes aussi, hein, faut pas se le cacher, qui mettent des objectifs en fait qui sont juste pas réalisables. Voilà, notamment plus tu bosses dans les boîtes américaines, en fait, plus tu te rends compte qu'on met des quotas en fait qui sont juste pas réalisables. Moi, j'étais dans des boîtes où le CRO en fait avait moins de 50% en fait de l'addition du quota de ses équipes, quoi. Donc, Ok. ça veut dire que dès base, en fait, il se dit tout le monde arrivera qu'à 50%, quoi. Donc, t'as déjà en fait ce truc-là. Je pense que ça doit être beaucoup plus tassé. Après, il y a quand même des petites marges à avoir parce que tu as quand même des aléas à prendre en compte. Plus tu as des équipes qui sont larges. Moi, ce que j'aime bien, en fait, alors réajuster les objectifs, je trouve ça toujours un peu délicat, un peu pervers. Ça dépend de la situation. Peut y avoir des éléments qui font que le marché a significativement changé. Effectivement, si tu as une loi qui vient de passer, en fait, qui fait que tes clients n'existent plus, bon, bah oui, il faut peut-être les revoir. Mais voilà, faut vraiment des éléments forts, en fait, pour pouvoir baisser les objectifs. En revanche, moi, ce que j'aime bien, en fait, comme, comme souplesse, c'est de dire, euh, tu peux te planter sur un quarter. Être tout le temps à fond, en fait, c'est compliqué, c'est usant. Mm. Voilà. Mais tu peux te planter sur un quarter. Et pour autant, en fait, il faut pas non plus que ça te pénalise trop. Donc moi, c'est le système que j'aime bien, en fait, c'est des notions d'accélérateur. Quand tu performes bien, effectivement, tu as des accélérateurs pour gagner plus, mais aussi des notions de décélérateur. Mm. Moi, je suis contre la logique de seuil. Ça a été prouvé en fait par des études psychologiques. Quand tu mets un seuil à quelqu'un, son quota devient son seuil. Son focus Ok. en fait, c'est d'atteindre ton seuil. Donc en fait, le seuil est contre-productif parce qu'en fait, voilà, tu as juste abaissé en fait l'idée que les sales ont du chiffre qu'ils doivent faire. Donc Mm. cette philosophie-là, en fait, elle fonctionne pas. En revanche, de dire peut-être un truc un peu plus bas, mais qui est de dire en dessous de ce seuil-là, moi ce que je faisais, j'ai fait chez Fletcher qui avait été pas mal apprécié, c'est de dire en dessous de 50%, tu touches 50% de tes coms. Ouais. Alors, dit comme ça, en fait, ça peut être un peu ah ouais, mais c'est un peu dur. Mais par contre, ce que j'avais mis en place, c'est sur 4 quarters, donc sur l'année, si à la fin de l'année, tu as dépassé tes 50% de l'objectif global, et ben tu récupères les coms que t'avais pas eu. Mm. Et là, en fait, tu es Ok. dans une logique où oui, tu as le droit de te planter, tu as le droit de faire 40, 30% sur un quarter, ainsi de suite. Mais par contre, si tu rattrapes et que tu as atteint en fait le reste, et ben en fait, tu sais que t'as pas perdu, tu t'es pas fait niquer, t'as pas perdu de l'argent. Et du coup, en fait, ça, je trouve que c'est aussi un système qui est un peu fair play, qui permet d'accompagner aussi des sales. Voilà. Et puis après, il y a aussi le rôle du manager. Un sales, en fait, qui est dans une période compliquée. C'est aussi son rôle, en fait, de trouver un aménagement, soit sur l'accompagnement, soit sur le décharger de certaines tâches, le refocus, en fait, sur plus de prospection, parce que voilà, ton quarter, il est mort. Ben, arrête d'essayer de closer des opportunités au raccro et avec des discounts de taré, en fait, tu les mets sur le trimestre prochain et là, tu fais que de la lead gen que pipe gen parce qu'en fait, ton année, elle est pas finie et t'es pas mort et il faut que tu ailles finir en beauté, en fait, tes deals sur Q3, Q4. Donc, il y a aussi un peu ce rôle de coaching, de prise de recul que doit avoir le manager. Ok, bah très très cool. Du coup, on a beaucoup parlé, on a fait plus d'une heure là. On va conclure, mais avant, j'aimerais te poser une question. Si tu avais parce que on a commencé par un truc un peu sombre sur la période, etc. C'est difficile, etc., etc. Justement, si tu devais donner un peu un conseil à toutes les équipes là, en fait.
go-to-market en France. Tu leur dirais quoi en fait pour justement garder le mojo hein, d'une certaine manière pour réussir? Bah, en fait, moi, je trouve qu'ils ont la chance, en fait, là, en ce moment, d'avoir l'arrivée de l'IA. C'est une opportunité, en fait, qui est dingue. Il faut pas la louper. C'est maintenant, en fait, qu'il faut s'y mettre. Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça permet de gagner énormément de temps. Ça permet de se former beaucoup mieux. Ça permet d'avoir un coaching continu, ainsi de suite, même avec du prompt de base. Sans avoir des outils, il y a des outils géniaux qui existent, mais sans mettre des licences de dingue, juste avec un prompt de base, tu peux gagner énormément en qualité, en autonomie, en auto-formation, ainsi de suite. Et c'est vraiment un game changer. Ça fera pas, c'est pas une baguette magique, ça ne transformera pas un canard boiteux en rockstar, mais ça va permettre à quelqu'un qui est bon en fait de passer très bon, ça va permettre à quelqu'un qui a un mauvais quarter en fait de pouvoir rattraper, et ça va permettre en fait de passer du temps en fait à travailler sur ses forces pour pouvoir sortir du lot. Donc prenez du temps pour gagner du temps quoi. J'ai un peu l'impression de parler de la méditation, mais c'est prenez du temps pour C'est gagner du énorme. temps. C'est parfait. C'est parfait pour conclure. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien, pour tes partages. Écoute, je te souhaite du coup bonne réussite dans cette année qui va être challenging. Et puis, écoute, à bientôt. Merci Laetitia, à bientôt et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ciao. Ouais, ciao.